Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Décidément, cette Olympique de Marseille, cette saison nous fera vivre des émotions jusqu'au bout du bout. Égalisation de Faris Moumbagna à la 95e minute, ce but qui permet aux Marseillais de repartir avec 1 point de Toulouse et éviter une défaite qui aurait été cruelle pour les Marseillais de but partout après des buts de Jean-Nana et de Faris Moumbagna. Appelez-nous 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15 pour revenir sur ce match nul entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Steph, ta première réaction, toi, après ce match nul marseillais? Quand on regarde le match, on va dire c'est mérité, mais bon, on s'est dit à plusieurs reprises pendant le match que c'était mou, c'était vraiment pauvre, qu'on n'arrivait pas à emballer la rencontre. Après, voilà, sans ces 2 erreurs grotesques de Paolo Lopez, tu pars avec les 3 points ce soir. Mais voilà, c'est trop peu pour espérer gagner des matchs. Après, moi, je vais pas me cacher derrière le match de jeudi. Quand tu as pour ambition d'essayer d'être européen, je reviens sur le début de saison où les objectifs c'était les 4 premières places. Voilà. Donc tu te dois de savoir et de pouvoir surtout jouer tous les 3 jours. Certes, on a des blessés, je le conçois, mais Toulouse ne t'était pas supérieur. On a vu vraiment un match moyen ce soir. Et sans les 2 erreurs grotesques de Paolo Lopez, je me répète, pour moi, tu pars avec les 3 points. On va voir ce qu'en pensent nos supporters par téléphone. Jacques, toi aussi, ta première réaction dans ce débrief du BDS après ce match nul de l'Olympique de Marseille. Tu rejoins ce que disait un peu Steph depuis le début de cette retransmission? Oui, je le rejoins tout à fait. Alors pour rien vous cacher, on a récupéré Christophe, un supporter qui habite à Toulouse, qui est à nos côtés, qui va pouvoir intervenir, qui a le casque, le micro-casque. Donc tu vas pouvoir y poser des questions tout au long de la soirée. C'est bien, il est à côté de moi, il va pouvoir participer au débrief. Mais c'est vrai que ce que dit Steph, je peux le rejoindre. Où on est contrarié, Enzo. C'est que Paul Lopez, toi, moi et Steph, régulièrement, on n'est pas trop d'accord sur ses qualités. Et oui, jeudi soir, on était heureux, on a chanté Viva España parce qu'il nous sort une masterclass. Pendant le match, il a été bon sur les pénaltys, mais après, ce soir, c'est insuffisant. Et donc, on fait un bilan à la fin de la saison. Est-ce qu'il a été décisif? Combien de fois il a été décisif? Et les gars, c'est trop peu. Voilà, un gardien, il doit te sauver à plusieurs reprises. Et cette erreur qui devient une horreur, le scénario, il est totalement différent. Ça veut dire que s'il fait pas cette erreur et que tu rentres à la mi-temps avec 1-0, crois-moi que la deuxième mi-temps, tu l'abordes différemment et que les Toulousains, ils apportent différemment. La causerie de l'entraîneur pendant la mi-temps, crois-moi que c'est pas la même. Là, tu rentres avec un coup de marteau sur la tête. Comment tu veux que ton entraîneur il puisse avoir la motivation nécessaire? Tout le monde a les bras en bas des pieds. Donc voilà les gars, cette erreur, il faut aussi l'analyser. J'ai parlé aussi du soleil qui pouvait le gêner éventuellement. Pourquoi pas? Je pense pas que ça soit une excuse. Je pense pas que ça soit une excuse, Jacques, parce que le ballon, il va le chercher au 3e voire 4e poteau. Il est à l'angle des 6 mètres. Mais peut-être qu'il l'a pas vu justement et qu'il s'est fait déborder. J'ai que ça comme excuse. Après pour cette sortie. Après pour moi, Jaco, complètement. Pour moi, Jaco, à ce moment-là du match, c'est-à-dire la dernière action avant que l'arbitre siffle la mi-temps, si tu sors, si le gardien décide de sortir, c'est pour capter le ballon. Même le relancer du point, c'est une faute. Tu dois être sûr du moment où tu prends la décision de sortir pour essayer de le récupérer, c'est de le capter. Quand on voit le ballon, où est-ce qu'il est mis? Il est pratiquement mis au point de pénalty. Il est parti tout simplement au 3e poteau. Et c'est pour ça que juste Steph, je dis juste que c'est la petite excuse que j'espère que c'est ça, c'est-à-dire que peut-être, et j'espère pour lui qu'il a été gêné par le soleil, parce qu'autrement la sortie qu'il fait, mais comme il te dit Enzo, il est complètement ailleurs, hors des cages. Ah oui.
c'est pas possible. Donc j'espère juste que ce soit ça. Mais franchement, je le pense pas. Et quand tu vois le deuxième but aussi, on en parlait avec Enzo lors du ralenti, tu le vois tout simplement, il couvre très très mal son premier poteau et il se le prend. Donc les 2 buts ce soir sont pour lui. Comme on le dit souvent dans cette émission, jeudi il a été exceptionnel, on a su le dire. Ce soir il a été vraiment en dossa. Allez, on va rester sur le cas Paul Lopez avant de rejoindre Christophe qui est avec toi. Jacques, on va accueillir Bilal, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Bilal. Ouais, salut Jaco. Bilal, est-ce que tu as entendu un petit peu le débat qu'il y a eu sur Paul Lopez ? Oui. Quel est ton avis toi sur le sujet ? Alors si je me focus sur Paul Lopez, c'est exactement l'Olympique de Marseille de cette saison. Ça représente parfaitement notre équipe. Moi je l'ai appelé l'OM de coupe, l'OM de coup. Cette saison, c'est des joueurs qui sont capables par à-coup d'être performants, mais qui ne sont pas capables d'enchaîner des bonnes performances. Ce qui fait que c'était un bon match entre le 10e et le 11e de Ligue 1. Pas de surprise, des joueurs qui sont un peu ballottés à droite et à gauche sur le terrain. Moi, je n'attendais pas grand-chose de ce match-là, et j'ai eu pas grand-chose. Et j'attendais l'erreur de l'arbitrage, mais finalement, il n'y a même pas besoin que ce soit l'arbitre qui fasse des cadeaux. Pour Lopez, cette saison, il y a des moments où il a des moments de grâce, il y a des moments où il passe totalement en travers. Donc c'est un très bon communicant, c'est probablement un homme de vestiaire important, mais après sur le terrain, il y a vraiment trop de manque sur cette saison, et pour moi, il est l'emblème de cette équipe de l'OM, c'est-à-dire capable du pire comme du meilleur, mais très souvent ne pas capable d'enchaîner le meilleur, et être plus souvent dans le pire que dans le meilleur. Tu comprends toi, Bilal, le fait que Paul Lopez ait été choisi comme capitaine ce soir par le staff de l'Olympique de Marseille, sachant que sur le terrain, il y avait par exemple un Pierre-Emerick Aubameyang ou un Jordan Verretou? Non, je le comprends parce qu'il faut savoir que Paul Lopez a vraiment un vrai impact dans le vestiaire et un vrai impact aussi avec les joueurs, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi et qui n'a pas peur de prendre la parole. Et c'est souvent celui que le club envoie quand ça brûle un peu. Donc c'est quelqu'un qui assume, malheureusement qui a du mal à lier la parole aux actes pour lui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a le tempérament. Mais aujourd'hui, je veux dire, tu regardes Paul Lopez jeudi, tu regardes Paul Lopez ce soir, tu comprends que c'est ça le haut niveau. C'est être capable d'enchaîner 2 prestations de très bon niveau sans plomber ton équipe. Mais ça peut être Paul Lopez et bon, sur le deuxième but, je suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est quand même, je vois comment des fois Unai sur le deuxième but, dans la surface de réparation, le mec il a 4 mètres. Il envoie quand même une sacrée frappe. Après, Paul Lopez peut peut-être faire mieux, mais il est marqué à beaucoup de monde dans la surface. Je pense que c'est surtout la manière dont on a défendu. Laisser un joueur se mettre en position et frapper aussi fort à moins de 5 mètres, c'est un tout. Mais pas de surprise, faut quand même pas oublier qu'il te demande plus de 11 joueurs quasiment. Donc je veux dire, hormis un miracle, on a failli le faire, ce fameux miracle, mais faut être honnête avec nous-mêmes, faut être honnête avec nos ambitions. Ça ressemble vraiment à des saisons qu'on a déjà vécues depuis longtemps, avec des joueurs capables sur un match d'être en surperformance, mais qui n'arrivent jamais à enchaîner plus de 3 matchs d'affilée. Ouais, c'est un problème de régularité, c'est ce qu'on dit finalement depuis le début de cette saison. On va écouter Christophe. Salut à toi Christophe, je te salue, tu vas bien? Salut Enzo, merci, oui. Christophe, Christophe, petite question sur ce que disait aussi Bilal et sur son pessimisme même avant le début de cette rencontre. Est-ce que toi aussi tu craignais un petit peu ce genre de scénario? Est-ce que l'OM ne pouvait pas espérer mieux finalement ce soir? Écoute, moi je suis venu ici au stade, j'ai eu la chance de les voir ce matin à l'hôtel lors de l'après-balade, comme on dit, pour se décrasser un peu les jambes. Et tous, quand j'ai pu, et encore une fois avec cette chance-là, discuter avec eux, m'ont tous dit on a mal aux muscles, on a encore des crampes. Verretou me disait qu'il avait encore mal. Donc moi je suis arrivé, je savais pas trop à quoi m'attendre. On fait avec ce qu'on a, on a des remplaçants, on a des jeunes. Après il ne reste plus que les stadiers, je crois. Donc on est rentré dans ce match-là en se disant qu'est-ce qu'il va y avoir en face, sachant que Toulouse est une équipe là aussi où des fois ils font des beaux matchs, des fois ils passent complètement à côté, donc c'est difficile de s'imaginer à quoi pouvait ressembler le match. Je reviens moi un peu, je partage ce que disait Jacques et ce que disait aussi Steph. C'est vrai que la première mi-temps pouvait se terminer totalement différemment et on pouvait se mettre beaucoup moins de pression si notre goal n'avait pas fait cette faute-là, qui lui revient à mon avis à 100%. Après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on avait une équipe de Toulouse quand même qui était très attentiste. Elle était en défense, elle dépassait à peine la ligne du milieu. Ils attendaient une faute, ils fonctionnaient en contre-attaque et on a fait plutôt un travail sérieux, je dirais, dans l'ensemble.
j'ai senti, moi, que les joueurs, les muscles tiraient. Moi, je sentais que vraiment les muscles tiraient. Et puis, sur 2 coups, on a réussi quand même à mettre le but de départ et égaliser. Je trouve qu'on s'en sort pas trop bien. J'entends les critiques, mais au final, je trouve que on revient de loin. On a fait un super match encore cette semaine face au Benfica. Il y a encore une belle échéance. Alors oui, 2-2. Il est clair, c'est face à Toulouse, notre équipe mérite beaucoup mieux. Mais à l'image de notre saison, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en satisfaire et se dire qu'on n'a pas de blessés. La première mi-temps, les Toulousains nous attendaient, donc j'espère qu'on n'a pas trop brûlé de calories, et que les muscles se sont pas trop échauffés. On sort de 2, bon. De toute façon, je pense que le championnat, on le sait, on va avoir beaucoup de mal à accrocher ces places européennes. Mais au moins, on sort un peu la tête haute de ce match-là. Et ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait que les muscles étaient un petit peu fatigués. Ouais. Bilal, dernière petite question, est-ce que c'est une excuse pour toi tout ce qui est aspect physique et les nombreux absents, notamment aujourd'hui, est-ce que c'est une excuse au point de vue du résultat et du contenu? Est-ce qu'on peut se cacher derrière ça? C'est une question difficile, mais c'est une réalité. T'es pas un club qui peut se permettre d'avoir autant de joueurs absents. Tu peux pas avoir quasiment 10 ou 11 joueurs absents et enchaîner 2 compétitions. C'est valable pour tous les clubs qui jouent le jeudi, et qui enchaînent le dimanche. C'est la pire des compétitions de faire jeudi et dimanche. Donc on est vraiment, faut quand même être honnête. Si on sort notre côté supporter et qu'on est spectateur, on se dit les prestations 120 minutes jeudi, faut quand même pas s'attendre les gars à voir de la folie sur le terrain. Et je trouve que il y avait de la maîtrise, surtout parce que Toulouse était très maladroit. Ils ont énormément d'opportunités en première mi-temps de mieux terminer avec des 3 contre 3 ou des 4 contre 3. On a eu cette opportunité-là, une équipe maladroite qui est à son classement. Mais bon, soyons honnêtes, les amis, on suit l'OM, on connaît assez bien le football pour savoir qu'il y a des joueurs quand même qui sont très très importants et qui ne sont pas présents. Donc je pense que des fois on aime tellement le maillot de l'OM qu'on pense que les joueurs qui sont sur le terrain sont tous les mêmes. Sauf que c'est pas le cas. C'est qu'il y a certains talents. Certains ont de la qualité qui ne sont pas là, et bon, d'autres aussi ont de la qualité, des joueurs qui étaient présents aujourd'hui, mais on prend l'exemple par exemple Chancel Mbemba, Jonathan Klaus, Quentin Merlin, tous ces joueurs là, Ismail Assar également, ce sont des joueurs, Amin Harit suspendu, ce sont des joueurs qui manquent bien évidemment à l'Olympique de Marseille. Oui Jacques, très rapide. Enzo, je t'écoute, mais Quentin Merlin quand il joue il n'est pas performant, Amin Harit quand il joue il n'est pas performant. Donc oui, on parle des absents, mais quand les absents ils sont là, Ismail Assar aussi. Ismail Assar, Jacques. Et Ismail Assar il est en train de revenir, mais ça n'a pas été un joueur phénoménal. Donc moi je pense que on doit analyser en étant objectif. Ce qui nous a manqué au milieu de terrain, Enzo, c'est de la construction et de la justesse technique et de la qualité de passe. Est-ce qu'un Amin Harit dans ce schéma-là, est-ce qu'un Amin Harit n'est pas... Et non, mais Amin Harit avec ses passes en externe depuis un moment, il n'est pas performant. On peut avoir une bonne passe avec du plat du pied, avec une passe bien frappée, bien léchée. Combien de fois on redonne le ballon à l'adversaire? Alors je comprends bien, comme on disait avec Bilal, oui, il y a de la fatigue physique, oui, de la fatigue mentale, mais on a surtout besoin de qualité technique au milieu du terrain pour pouvoir construire une attaque, Enzo. C'est avec ça que tu construis une attaque. Si dans ta zone de construction, tu fais que des passes ratées, tu n'y arriveras pas. Là, tu avais des ballons aériens qui a été balancés sur les attaquants, sur nos attaquants, et c'est très difficile. Donc une attaque, elle se construit au sol. Voilà ce qui me manque. Ouais, je peux juste rajouter, Enzo, je vais dans le sens de Jacques juste pour conclure. Cette année, on a axé le recrutement exclusivement sur l'individuel, c'est-à-dire des joueurs individuels qui ne sont pas nés collectifs. Et beaucoup de joueurs avec des qualités athlétiques ou des qualités de percussion, mais finalement le jeu d'équipe ça fait pas partie de leur ADN. Et en fait on le ressent dans ce que dit Jacques, c'est qu'il y a très peu de phases dans lesquelles tu sais que la qualité de la passe va être le talent premier du joueur. Oui, on n'a pas ce joueur capable de mettre des ballons dans la surface dans les 25 et 30 derniers mètres pour nos attaquants. Merci Bilal. Merci Bilal d'avoir été avec nous dans ce débrief d'après-match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. On le rappelle, 2 buts partout dans cette 30e journée de championnat. Prochain match mercredi à 21h avec la réception de Nice au stade Vélodrome. Match en retard, on le rappelle, un match décalé par rapport au match de jeudi soir face à Benfica. On va enchaîner avec Zapi qui nous a rejoint par téléphone. Salut à toi Zapi. Oui, bonsoir. Zapi, on le disait, techniquement, c'est vrai que l'OM est dans le dur et ça s'est ressenti aussi ce soir.
Ah ben oui, évidemment, hein, on a souffert, vu les changements qui ont été opérés, vu le nombre d'absents qu'il y avait, c'est vrai que sur le papier ce soir, c'était difficile de faire mieux. Maintenant, moi je pense que le gardien, il nous aide pas. On n'a pas le droit de prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu. Hein. Un grand gardien, il doit. Après, l'erreur est humaine, mais c'est pas normal de prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu. Et il nous fait mal parce que si on prend pas ce but, peut-être que c'est différent, on rentre différemment, on n'a pas le stress. Et là, on rentre, et voilà, une erreur comme ça, encore une fois, ça pardonne pas à ce niveau-là. On n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça, on n'a pas le droit. Voilà, sinon, l'OM, a fait un match, on va dire, vu l'équipe qui était alignée, c'était un match moyen. Voilà, on parle de l'aspect technique, mais hormis ça, Zapi, on a vu beaucoup de mauvais choix, notamment ce soir de nos joueurs offensifs, Correa, Enrique, et même des fois Aubameyang. Oui. C'est sûr que Correa, il a pas joué de matchs d'affilée. C'est normal, hein. Bon, après, c'est un joueur, je sais pas ce qu'il vaut ce joueur en Italie, mais bon, je pense que ça devait pas être une lumière. Bon, Enrique, il fait du Enrique, hein, voilà, et Aubameyang, il y a la pratique aussi, il y a tout, hein, bon. Après, moi, je trouve ce Mumbagna intéressant. Qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu de l'Olympique de Marseille, Zapi? Je pense que demain, c'est déjà un point de fixation. Et je trouve que il est... Alors, bien sûr qu'il a du déchet, mais personnellement, moi, je le ferai jouer. Moi, je le ferai jouer parce que c'est un gars c'est un bison quand même. Hein. Il doit être emmerdant à charger. Hein. Je voudrais avoir ce qu'ils en pensent les défenseurs, mais il doit être dur à charger. Après, c'est vrai qu'il a du déchet. Hein. Il fait penser un petit peu à l'époque à Brandao. C'est ça. Voilà, gaucher, grand, physique, qui pesait énormément sur les défenses. Ça te permet de garder la défense adverse assez haute, de faire remonter ton bloc quand il joue dos au jeu. Moi, j'arrête pas de dire, je comprends pas comment c'est possible qu'on voit un certain Correa sur la pelouse et qu'on voit pas un Mumbagna jouer plus souvent, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, il donne tout, il met de l'impact. Certes, comme tu l'as dit, Zapi, il y a du brouillon, mais c'est logique quand tu vois le travail qu'il fait devant. Il est toujours au combat, toujours, et même pour lui, ça doit pas être facile d'être toujours entouré de dos centraux, d'aller au coude, d'aller à l'épaule, d'aller à la tête. Donc, et le mec, il lâche rien et il met encore ce but fantastique ce soir. Et voilà. Et donc, les critiques, je trouve qu'il y en a qu'il faudrait qu'ils regardent un peu plus le ballon. Il te permet de te qualifier jeudi et ce soir, il te rapporte un point. Tout à fait d'accord. Même par rapport à Ndiaye, hein. Moi, je préfère. Mais bien sûr. Ndiaye, depuis le début de la saison, on dit Ndiaye. Oh oui, on sent qu'il y a quelque chose, mais à la force de sentir, on ne sent rien. Hein. Mais bien sûr. Et en plus, je vais te rajouter quelque chose. Je trouve que pour moi, il y a une énorme complémentarité avec Aubameyang. Tout à fait. Là, mais moi, je le ferai jouer. Hein. Pour moi, les deux attaquants, pour moi, demain, c'est ça, Mumbagna et Aubameyang. Pour moi, elle est là. Les trois ils sont là. Zapi, si on lit ta lecture, toi, de l'attaque rêvée pour l'Olympique de Marseille avec le retour, on l'espère, d'Ismaïla assez rapidement, ça serait Faris Mumbagna en point de fixation qui permettrait la gestion de la profondeur avec Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang qui part dans son dos. Tout à fait. Les trois, ça, c'est les trois meilleurs qu'il y a devant. Moi, je ne l'élaborerai pas. Après, il y a un entraîneur, hein, il voit l'entraînement, c'est toujours pareil, hein. Nous, on parle ce qu'on voit, mais après, il y a un entraîneur qui va aller voir l'entraînement. Voilà. Mais moi, Mumbagna, je pense que c'est pas si mal que ça. On verra en tout cas ce que décide Jean-Louis Gasset dès mercredi soir. Ça serait tout à fait normal, je pense, qu'il soit reconduit, parce qu'il a marqué face à Benfica un but très important, et il marque ce soir un but encore une fois très important, donc il est décisif dans les moments importants. Faris Mumbagna, merci en tout cas Zapi d'avoir été avec nous sur Maritima. On va reprendre la direction de Toulouse avec un jeune supporter qui nous a rejoint, c'est Nikita. Salut Nikita. Bonjour Nikita, comment tu as vécu ce match toi en direct de Toulouse, supporter de l'Olympique de Marseille? On voit qu'il y a de la fatigue des joueurs depuis le match de Benfica. J'y croyais pas trop après le but de Toulouse, le deuxième, mais à la fin c'est la délivrance de Mumbagna qui met une belle retournée. Et toi, en tant que supporter, tu habites à Toulouse et tu es un véritable supporter. C'est grâce ou à cause de papa que tu es supporter de l'OM, ou c'est vraiment dans ton sang, dans ton ADN?
C'est lui qui m'a montré un peu le foot, le club de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et je me suis adapté au club. Au papa, mais c'est vraiment parce que là, pour rien vous cacher, Nikita, il a le maillot de l'OM, il est vraiment, il affiche les couleurs de l'Olympique de Marseille et on est très heureux de le voir intervenir avec nous, avec papa. Je sais qu'il descend régulièrement au stade Vélodrome pour voir les matchs et ça c'est tout simplement fantastique. Cet OM que Steph nous le dit régulièrement, c'est international, c'est de partout l'Olympique de Marseille et quand tu vois des jeunes comme ça prendre la relève, c'est tout simplement fantastique. Ça s'appelle la transmission et c'est ce qui fera que ce club ne mourra jamais parce que voilà, il y a un 12e homme qui est tout simplement exceptionnel aux 4 coins de la France. Encore ce soir, le parquage, il a été le stadium de Toulouse. Voilà, encore une fois, partout où tu te déplaces, tu fais parquage plein. Tu as une ferveur à domicile qui est tout simplement exceptionnelle. À l'extérieur, on le voit, dès qu'il y a un but, ça gueule comme si tu étais à domicile. Donc voilà, et oui, tu sais que moi je mets un point d'or à ce qu'est la transmission. Moi je suis avec mes filles au Vélodrome depuis qu'elles ont 4 et 5 ans. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont avec moi, elles sont accompagnées avec moi. Et je réitère ce qu'a fait mon père, mes oncles avec moi. Et c'est comme ça qu'on fera que ce club ne mourra jamais et aura toujours cette ferveur qui est tout simplement exceptionnelle. Dans les 4 coins de la France, de l'Europe et du monde. Nikita, à l'école, c'est pas gênant d'être supporter de l'OM avec tes copains, tu l'affiches, comment ça se passe, tu en parles ou c'est problématique? Chacun supporte son club, mais moi j'affiche les couleurs. Bravo. Félicitations à toi, Bruno, bien joué. Ouais, c'est clair. Nikita, quel est ton joueur préféré de l'OM cette saison? J'aime bien le profil de Mbemba, mais aussi Aubameyang, le buteur. Et voilà. Au moins, il a bon goût. Hein. Il a bon goût, c'est des joueurs qui font l'unanimité. Change rien, tu es un beau Minou. Merci Nikita d'avoir intervenu, toujours un plaisir. Voilà, d'avoir des jeunes supporters également par téléphone. En plus de ça, voilà, c'est un supporter qui vit sa passion de l'Olympique de Marseille dans une autre ville en France. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir les avis comme cela. On va accueillir un nouveau supporter par téléphone, c'est Bruno qui nous a rejoint. Salut Bruno. Salut Jacques, salut Steph. Bruno, petite question toujours pour revenir sur ce 2 buts partout entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Dans quel compartiment du jeu, toi, tu as trouvé que les Marseillais étaient mis en danger et en difficulté, notamment sur la deuxième période? Un peu partout. Le problème, c'est que tu as des joueurs chez nous qui sont pas au niveau. Hein. On va revenir encore sur le cas Correa. Puis après, Gassi, il fait avec ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des joueurs où j'ai l'impression que le maillot, il est trop gros pour eux. Donc, tu as été en difficulté derrière, sur le côté droit, un peu. Mais le plus, c'est que quand tu as Unai, je reviens encore sur ce joueur, Unai ou Correa, c'est ces 2 joueurs, il y a 2 joueurs à moins sur le terrain. Ils font pas le repli défensif qu'il faut faire et au lieu d'essayer de gagner, je parle pour Correa, de gagner sa place, mais on dirait, il marche sur le terrain, on dirait qu'il a des aiguilles dans les chaussures. C'est pas possible. Correa, est-ce que tu crois que c'est, pour toi, est-ce que ça a été une surprise de le voir titulaire? Oui, complètement. Moi, je pensais qu'on allait mettre avec Boumagna devant, à gauche Aubameyang et à la droite Enrique. Mais bon, je sais pas. Après, comme le disait l'auditeur précédent, on n'est pas à l'entraînement, on sait pas ce qui se passe. Mais bon, je pense que tout le monde s'attendait à voir Boumagna devant et Aubameyang sur le côté gauche. Voilà, Bruno, le match de ce soir, il nous confirme, il nous fait dire que on ne peut plus rien espérer finalement de ce joueur. Non, mais tu es à l'image de la saison, c'est-à-dire que tu as un OM en championnat et tu as un OM en Coupe d'Europe, voilà. Et voilà, c'est les joueurs qui rentrent, ils t'aident pas, ils t'ont pas aidé cette année. Bon, et je le répète encore, c'est quand tu manques ton début de saison, c'est lui qui te procure la saison, qui va t'animer la saison, mais tu l'as complètement manqué. Et aujourd'hui, voilà, tu vas finir 10e, 9e, et voilà, et espérons par miracle que tu ailles en finale. Mais voilà, c'est à l'image de ce match-là, il te reflète la saison. Exactement. Tu as un Paul Lopez qui te fait des miracles jeudi, et puis là, à 1 minute de la mi-temps, mais jamais tu dois sortir, mais jamais. Ou alors tu dois être vraiment sûr de toi.
Mais jamais, surtout que le ballon, il n'est pas dans tes 6 mètres. Il est après le point de pénalty au 3e poteau. Pourquoi tu sors? Voilà, mais c'est un gardien moyen qui est capable de faire des coups, comme les joueurs de l'OM sur un match, mais pas tout le long d'une saison. Voilà, on a une équipe moyenne. Alors, Bruno, tu faisais le parallèle entre la Ligue 1 et la Coupe d'Europe, qui avait un OM à 2 visages. On s'était posé la question dans le débrief jeudi. Que faire maintenant avec le championnat? On est l'Olympique de Marseille, on ne doit pas se dire on doit abandonner totalement le championnat. Mais est-ce que maintenant l'objectif numéro 1 et principal à 100%, voire 200%, ce n'est pas la Ligue Europa? Et alors, si tu te fais sortir par Bergame et que tu finis 10e, tu auras une saison ratée. Parce que Bruno, si on regarde le classement, l'OM est à 6 points de Lens, 6e, avec un match de retard. Avec un match de retard. 6 points de Lens. Lens qui est actuellement sur la place pour la Ligue Europa Conférence. 5e, c'est Nice avec 7 points de retard, place pour la Ligue Europa. Nice qu'on affrontera ce mercredi. Et 12 points sur Lille, 4e, place pour qualificative pour la Ligue des Champions. Ouais, mais là, il faut battre absolument Nice et Lens. Voilà, il y a 2 matchs à la maison. Il faut les battre pour espérer finir 6e, 7e. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux pas tout mettre sur la Coupe d'Europe, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu te fais sortir et que tu finis 10e, ça va être une catastrophe. Donc il faut essayer de récupérer les joueurs que tu peux récupérer, mettre ton équipe titulaire avec ce qu'il va avoir mercredi et gagner ces 2 matchs-là. Et voilà, faire un match comme on l'a fait jeudi. Eh ben, on espère. Et on verra en tout cas, déjà tu le disais, le match important c'est celui qui arrive mercredi avec la réception de Nice, avec la possibilité de revenir à 4 points des Niçois. Merci Bruno d'avoir été avec nous sur Maritima. Steph, ton avis sur la question finalement? Ligue Europa, Ligue 1? Non, pour moi, tu peux rien lâcher. Voilà, tu es obligé de jouer tous les matchs parce que on sait que les victoires appellent les victoires, que ça te met énormément de confiance et ça aide aussi dans la récupération quand tu sors des matchs de qualité. Tu as 2 matchs à domicile, 2 beaux matchs à jouer face entre guillemets à des concurrents directs pour les places européennes. Donc tu peux pas te dire que tu vas mettre ces matchs-là de côté pour te concentrer sur un match qui va y avoir lieu dans à peu près une dizaine de jours. C'est pas possible. Il faut pouvoir les jouer. Tu vas avoir un stade plein, malheureusement encore une fois entaché par une fermeture de tribune, mais ça c'est coutumier du fait au niveau de ces incompétents de la LFP qui n'aiment pas la joie dans un stade et dans une tribune populaire. Voilà, mais ça va être 2 beaux matchs à jouer à domicile au Vélodrome. Et ces matchs-là, pour moi, tu me lèves pas de la tête, prépareront ta demi-finale face à l'Atalanta. Voilà, parce que si tu arrives à t'en sortir en produisant du jeu et en essayant de sortir un gros match face à Nice et Lens, je peux t'assurer que face à l'Atalanta, tu seras beaucoup mieux préparé que si tu fais 2 nuls ou 2 défaites. Eh ben, on va écouter ce qu'en pense Christophe. Christophe, est-ce que tu rejoins Steph et tu rejoins Bruno en disant que on ne peut pas abandonner une des 2 compétitions, jouer le coup à fond, ou alors tu te dis au vu des blessés qu'a l'Olympique de Marseille, des suspendus également, l'OM doit faire un choix? Oui, bien sûr, évidemment, je partage. Alors, il ne faut pas, mais est-ce qu'on y arrivera? C'est la vraie question. Moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est faire plaisir au public, c'est-à-dire au moins montrer la volonté de jeu, d'essayer d'y arriver. Je regarde encore le parcage qui se vide tout doucement là à notre droite. Il y avait 1500 braves là qui ont fait le déplacement. On a fait des guichets fermés toute l'année. Alors oui, on a 2 matchs, on sait que bon, on peut prendre des points, il faut pas en perdre. Après, Enzo, moi, qu'on finisse 7e, 8e ou 9e, cette saison elle est ratée. Et quoi qu'on en dise, sans dire de faire des choix, la seule vraie porte de sortie maintenant c'est Bergame. Alors oui, l'OM ne doit pas dire qu'ils font des choix et qu'ils lèvent le pied sur le championnat. Maintenant, moi ce qui m'importe maintenant, c'est qu'ils produisent du jeu, de l'émotion pour tous ces fidèles, nous tous qui les suivons depuis des années et notamment ceux qui se déplacent, parce que le football ça doit être avant tout du plaisir, ils doivent nous montrer du jeu, donc c'est courir sur le terrain, c'est effectivement faire des passes ajustées, après bon, la victoire viendra, oui ou non. Pour moi, le championnat, il est perdu. Qu'on termine encore une fois 7e, 8e ou 9e, voire 10e, c'est pareil. Oui, mais Christophe, regarde. Mais comme je le disais juste avant, le fait si tu arrives bien à aborder ces 2 matchs à domicile face à 2 équipes qui jouent au ballon, je pense que ça te prépare vraiment sereinement pour le match de mercredi prochain face à l'Atalanta.
Si tu fais 2 purges et tu prends 2 rousses, je te garantis que tu rentres avec la tête basse. Tu as raison. Il faut pas se faire marcher dessus. Il faut aussi, pour le moral, montrer qu'on est encore dans le coffre. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Moi, je vois que là, on met les jeunes sur le terrain. Je sais plus ce qui reste derrière. Il faut aussi espérer que pendant ces 2 matchs. J'espère qu'il reste plus beaucoup de joueurs à disposition pour Jean-Louis Gasset. Il n'y a que les stadiers. Là, heureusement, il n'y a pas de suspendu, il n'y a pas de blessés après cette rencontre. Donc voilà, c'est le moindre mal. C'est peut-être la seule note positive, on va dire, après ce match nul de l'Olympique de Marseille face à Toulouse. On continue ce débrief avec Romain qui nous a rejoint au standard. Il a appelé le 04 42 41 36 15. Salut Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, on disait c'est compliqué de se positionner, mais en tout cas ce soir, ce qu'on peut dire après cette rencontre, c'est qu'on a vu que l'OM tirait la langue presque dès le début de la rencontre. Oui, après c'est un peu normal avec l'enchaînement des matchs et le coup que jeudi on a joué 120 minutes contre le Benfica. Il fallait s'y attendre. En plus, avec tous les blessés, les suspendus, ça nous arrange pas le coup. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait la place de gagner ce soir. Je pense qu'on peut avoir des regrets parce qu'au niveau de score, on se fait rapidement égaliser juste avant la mi-temps. Encore heureusement qu'on a su revenir au score juste avant la fin du match, parce que c'est vrai que sinon on a encore perdu 3 points. Bon, on fait match nul, ça nous arrange pas trop, mais bon, c'est moins dommage. On va dire, on s'en contente par rapport à la semaine qu'on a vécue. Ouais, on parlait tout à l'heure du deuxième buteur Marseille, Faris Moumbagna. On va parler du premier buteur. Onana, il est impliqué sur le premier but. C'est lui qui marque le premier but. Son match, comment on le résume? C'est un but et après c'est un match très 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 moyen. Il a fait de bonnes choses comme des mauvaises choses. Après, bon, on sait que c'était un joueur moyen, donc après il fait ce qu'il peut, mais bon, malgré tout il rend quelques services à l'équipe. Donc après, bon, il est là pour pallier les absences de certains joueurs. On sait que c'était un joueur qui ne devrait pas rester de toute façon dans le futur. Il est arrivé en prêt, donc mais après, bon, il rend quand même des services malgré tout. Après, bon, je trouve qu'il a quand même pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Ouais, Jacques, le match vu des tribunes de Jean Onana ce soir. Insuffisant techniquement. C'est costaud. Je rejoins Romain, il rend quelques services. Par contre, le nombre de ballons qu'il a perdu, le nombre de passes ratées, c'est pas possible. Quand on parle de nos problèmes offensifs, tes contre-attaques, ta construction de l'attaque, elle part du milieu de terrain. Enzo, c'est dans la zone de construction, cette fameuse zone où tu dois avoir un joueur technique qui puisse te donner un bon ballon au bon endroit, bien dosé. Régulièrement, il perd le ballon, il tombe, il glisse. Techniquement c'est dur. Alors il a été auteur d'un but, oui, je vous l'accorde, ça lui fait du bien, ça nous fait du bien, mais pour le reste franchement c'est dur. Tu rajoutes à ça, quand tu as un milieu de terrain comme ça emprunté, c'est trop dur les gars. Tu ne peux absolument rien construire, c'est trop difficile. Et à ce niveau-là, quand tu as un joueur qui est trop en dessous comme ça, tu t'en sors pas et tu as un manque de construction et de finition. Romain, qu'est-ce que tu espères toi du prochain match face à Nice et qu'est-ce que tu attends surtout? Ce que j'attends, c'est une victoire. Il faut se relancer en championnat. Bon, même si pour moi on n'a plus trop d'espoir à se faire en championnat, mais il faut quand même prendre des points, essayer d'arracher une place européenne en fin de saison, parce que sinon ça risque d'être très compliqué après cet été pour recruter. On se devra de se débarrasser de certains joueurs qui ont des plus-values. Donc il faut essayer d'être européen et pour sauver notre saison, il faut absolument gagner l'Europa League, même si ça sera difficile. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Maritima dans le débrief après ce Toulouse Olympique de Marseille. Messieurs, Christophe, tu es avec nous, on va t'inclure dans le top 3 et le flop 3 avec Steph et avec Jacques. On va commencer avec Steph. Ton top 3, Steph. Mon top 3, je vais mettre Faris, Balerdi et après le troisième c'est compliqué parce que franchement ça a été en deçà et je vais te dire, allez, je vais te mettre Murillo parce qu'il n'a pas été dépassé et il a fait un travail propre. Allez. Jacques et Christophe, est-ce que vous avez un autre top 3 ou est-ce que c'est le même que Steph?
Non, moi j'en ai un autre. Je rejoins Steph sur Balerdi et Boubania parce que Boubania il nous délivre, mais par contre je trouve aussi qu'Aubameyang il fait encore un super match parce qu'Aubameyang, n'oublions pas que cette reprise il tape 2 fois le poteau, Aubameyang. Le coup franc, ça fait beaucoup. C'est lui qui est capable de changer le cours d'un match par des accélérations, par de la technique. Donc voilà, je le mettrai dans le top 3. Ouais, je partage. J'ai trouvé Murillo aussi très intéressant. Oui, deuxième match où il revient. Très intéressant, très intéressant. Toujours propre. Et ce joueur, il a été très surcoté. On nous l'a vendu comme une très mauvaise sous-côté, Jacques. Et plus, voilà, et plus ça va, sous-côté, pardon. Et plus ça va, et plus je suis heureux de le voir avec nous, parce que c'est un joueur qui techniquement est en train d'être important, intéressant, et qui nous fait voir de très très belles choses. Donc mention spéciale pour Murillo. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est surtout la tranquillité qu'il dégage. Tu vois qu'il n'est jamais dépassé, jamais tu sens qu'il stresse. C'est toujours simple, propre, toujours le bon contrôle. C'est une bonne surprise. Toujours le bon contrôle, comme tu aimes souvent le dire, Jacques. Le bon contrôle, la bonne passe, la bonne vision de jeu. Il se replace très bien. Sincèrement, bonne surprise. C'est une très bonne surprise. Maintenant, on va passer aux sanctions, au flop 3. Les 3 joueurs un petit peu en deçà, voire un peu plus si vous en avez. On va partir à Toulouse avec Christophe et avec Jacques. Ouais, moi je rajouterais Correa quand même. Une nouvelle fois, rien de surprenant, mais. Ah bon je l'ai. Le coiffeur. Il y a une très belle coiffure, mais effectivement, ça s'arrête là. On en a marqué effectivement, mais bon, il est trop juste. Il est vraiment extrêmement juste. C'était ce que disait Jacques. Après, c'est difficile parce que tous, encore une fois, moi j'ai trouvé que face à une équipe de Toulouse, on doit s'attendre à mieux. Mais bon, au vu de ce qu'on a vu cette saison, j'ai trouvé que finalement ils s'en sortent plutôt pas trop mal avec tous ces blessés, etc. Donc on rajoute Paul Lopez dans le forcément. Je pense que sur ce match-là, il est obligé d'être dans le flop 3. Il y a droit et donc moi c'est ce que j'ai mis, c'est-à-dire que j'ai mis Lopez, Correa et Onana. Steph. Rien d'autre à rajouter. Voilà, c'est criant. Lopez parce qu'il te coûte 2 buts ce soir. Onana, oui, certes, comme vous l'avez bien cité, il marque et il nous fait le plus grand bien, mais derrière c'est trop peu. C'est trop peu. Après, on peut rajouter d'autres joueurs qui ont été très moyens aussi. Mais la liste peut être longue. Verretou, Garcia derrière, ça n'avait pas été exceptionnel. Hormis Mumbagna, tous ceux qui sont rentrés, ils n'ont rien apporté. Donc voilà, et toujours pareil. Mais bon, on va retenir, comme tu aimes bien le dire, Jacques, la physionomie du match. Je pense que les joueurs là ont un peu plus le sourire que si tu étais sorti à 2-1. Ah oui, c'est. Voilà. Sur Correa, pourquoi on est autant méchant, c'est que quand tu perds le ballon, combien de fois, voilà. Déjà qu'on n'est pas méchant, on est juste réaliste. Voilà, non mais c'est terrible de voir ce joueur ne pas courir, ne pas se battre. On a le droit de rater une passe, on a le droit de rater un dribble, mais de faire un dribble arrêté, de pas mettre l'énergie nécessaire pour récupérer le ballon, de faire des dribbles en espérant passer au milieu de 3 ou 4 alors que tu n'y arrives pas à en éliminer un. Donc voilà, l'état d'esprit n'y est pas, la technique n'y est pas. C'est un flop total, Correa. Heureusement, il a marqué un penalty, il nous a fait du bien. Heureusement, on va retenir ça pour sa saison. On retiendra le point positif et ce penalty transformé, ce tir au but transformé jeudi soir, mais c'est vrai, c'est beaucoup trop peu pour Joachim Correa. On va conclure tranquillement ce débrief du bar des supporters. On va remercier Christophe d'avoir été avec nous tout au long du débrief. Merci à vous. Merci Christophe et à bientôt. Bien sûr, tu peux nous appeler quand tu le souhaites. Jacques, rentrez bien avec Karim de Toulouse. Bonsoir à tous, ça a été quand même un bon moment. Merci à l'équipe en studio, c'est toujours un plaisir. C'est efficace, bravo à tous les deux, merci beaucoup. Merci Jaco. Merci Jaco et merci à Steph, évidemment. Merci à toi, mon poulet. Une belle soirée. Et un très bon retour aux vaillants qui ont donné de la voix et du cœur pour l'Olympique de Marseille ce soir. Les vaillants, les supporters, toujours les Marseillais qui étaient présents au Stadium de Toulouse ce soir pour assister à cette rencontre. Malheureusement, 2 buts partout, mais on va retenir malgré tout ce très beau but de Faris Mumbagna. Ça aurait pu être pire, mais il y a cette égalisation à la 95e minute de jeu qui permet à l'Olympique de Marseille de repartir avec un point du Stadium de Toulouse. Prochain match, ne l'oubliez pas, ça sera mercredi à 21h au Stade Vélodrome avec la réception de Nice, le derby du Sud. Donc très gros match et bien évidemment vous en avez pris l'habitude, ça sera à suivre sur Maritima en intégralité et en direct. Avant de se quitter, les 2 buts commentés par Karim Atab et par Jacques, le but de Jean Nana et le but de Faris Mumbagna. Excellente fin de soirée sur Maritima. Il y a du monde dans la surface, ça ne passera pas le premier poteau avec Siro, la récupération de Verretou, il va frapper, c'est contré, mais il peut y avoir un deuxième ballon, là, la
Voilà, qu'on continue à critiquer ces joueurs. Et 2 minutes après, il nous libère Jean Onana, qui libère les supporters de l'Olympique de Marseille ici. Peut-être la dernière de Pape Gueye. Reste qui ne sortira pas. Ça va arriver jusqu'au doublé. Le but, il est fantastique. Le but, il est fantastique. Faris Moumbagna. La bicyclette. Le ciseau. Faris Moumbagna pour l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Un peu comme Onana. On a dit qu'il ne nous avait pas aidé. Mais quelle retournée acrobatique. Le ciseau de Faris Moumbagna qui va sans doute éviter une défaite à l'Olympique de Marseille. L'OM n'est pas mort, Moumbagna n'est pas mort.